Voilà, donc nous avons l'honneur, grand honneur et plaisir d'accueillir Hervé Schneeweiss au troisième jour de la Semaine du cerveau que la Mission laïque française a voulu organiser sur le forum pédagogique pour ses 111 établissements dans le monde, mais aussi pour ses partenaires et nombreux curieux intéressés par ces questions passionnantes liées aux neurosciences. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Pascal Toscani, docteur en neurosciences, responsable du labo Graines Monde, qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà et qui fait en sorte d'inscrire les neurosciences dans l'apprentissage, en tout cas pour nos établissements, pour nos enseignants. Je la remercie vraiment très, très sincèrement, très chaleureusement pour son aide à la construction de ce fabuleux programme de cette semaine du cerveau. Et bien sûr, je la remercie pour cette invitation que vous avez bien voulu accepter, Hervé Schneeweiss, sur notre forum. Merci à vous, docteur. Vous êtes neurobiologiste, neurologue, vous êtes le président d'Hermès du comité d'éthique de l'INSERM, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire neurosciences Paris-Seine à la Sorbonne, auteur de l'ouvrage Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. On pourrait presque être dans le printemps des poètes d'une certaine façon, et c'est aussi cette période, donc pourquoi pas. En tout cas, la question qui fait l'intitulé de votre intervention et des échanges que vous allez avoir avec Pascal est la suivante. Est-ce que notre cerveau est rationnel ou émotionnel? Autrement dit, comment le cerveau fabrique-t-il de la pensée, des émotions, la conscience de soi? Est-ce que notre cerveau, c'est notre nous-mêmes ou nous leurre-t-il? Voilà, des questions, des interrogations et bien sûr, pour nous qui sommes professionnels de l'éducation, praticiens, quel lien peut-on faire avec les apprentissages scolaires? Donc, merci à vous, docteur, de vous être libéré de ce temps précieux que vous nous offrez. Nous vous en sommes vraiment très reconnaissants et en tout cas, merci à vous donc de nous ouvrir quelques portes, quelques fenêtres de ce monde passionnant qui est celui du cerveau que nous avons découvert avec Pascal et que nous avons désormais plaisir à entendre avec vous aussi dans le cadre de ces échanges. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger, parce que je pense qu'on va avoir quelques minutes de discussion avec Pascal, et puis après, c'est surtout important d'entendre vos questionnements et d'essayer, autant que faire se peut. Je commence tout de suite par dire que les recherches sont encore à leur commencement, nous sommes encore des grands ignorants sur le fonctionnement du cerveau, mais on commence à en savoir quelques bribes. Alors, les partager avec vous, ça sera un grand plaisir. Pascal, je vous laisse la parole. Ok, première question, Hervé. Peut-être que concernant les représentations que l'on peut avoir sur les émotions, puisque grâce aux avancées des neurosciences, eh bien, nous comprenons que le circuit des émotions est bien plus complexe que nous l'imaginions et que finalement, nous allons de bouleversement en bouleversement. Comme tu viens de le dire, nous sommes qu'au départ, au début des recherches. En tout cas, concernant nos représentations, nous sommes déplacés. Certains neuromythes, avec le temps, sont reconnus comme des neuromythes, bien sûr, mais celui qui consiste à penser que finalement, les émotions ont assez peu à voir avec le cerveau, semble persister. Alors, comme première question, quel est le mécanisme de l'émotion ou le circuit de l'émotion? Et puis peut-être finalement, cette question tout simple, c'est quoi une émotion? Voilà, je crois que c'est par le commencement qu'il faut commencer. Alors, il y a deux grands aspects. L'aspect un peu historique, qui est un aspect important sur le plan épistémologique, et on y reviendra, je pense, tout au long de cette discussion. Très longtemps, on a voulu séparer le cerveau, une entité qui pense, quelque chose qui serait au-dessus de notre corps, une entité qui, elle, est bassement matérielle et qui ne ferait que ressentir. On a voulu opposer une dimension qui peut être facilement altérée, celle de la chair, et puis une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus importante, qui est l'esprit. Alors, ce que les neurosciences ont fait, c'est évidemment de désenchanter cette représentation en
attaquant l'aspect matériel. Et quand je parle de neurosciences, je ne parle pas seulement de ce qui se fait en ce moment au laboratoire. Les neurosciences, c'est déjà 3 siècles d'évolution des connaissances depuis les premiers moments où on... Alors, 3 siècles d'évolution des connaissances, déjà, disons-le tout de suite, c'est très européano-centrique, parce que les Égyptiens du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc l'école d'Alexandrie, avaient déjà décrit non seulement que le cerveau était le siège de l'activité intellectuelle, mais avaient décrit les nerfs crâniens. C'est l'école de Straton d'Alexandrie et Hérophile, par exemple, qui était un petit-fils d'Aristote, a donné son nom à une région anatomique qu'on appelle encore le pressoir d'Hérophile. Donc, on saute quelques millénaires, 2 millénaires, et puis on arrive au XVIIe siècle avec Galvani, l'électricité, le fait de détecter une activité dans un certain nombre de circuits, et c'est ça l'aventure des neurosciences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion pour un neuroscientifique? Une émotion pour un neuroscientifique, c'est ce qui va mettre en action un certain nombre de fonctions végétatives. Qu'est-ce qui va accélérer la fréquence cardiaque? Qu'est-ce qui va modifier le diamètre de certains vaisseaux pour provoquer une vasodilatation? Ça va être la rougeur. Ou au contraire une vasoconstriction, ça va être le fait de devenir blanc. Dans certaines traditions, on dit vert. Vous voyez tout de suite que ce que je viens de vous décrire, l'accélération cardiaque, la rougeur, ou au contraire le fait de blanchir, ça peut correspondre à ces émotions primaires fondamentales que sont la peur, ou que sont au contraire la joie, la reconnaissance de quelqu'un d'aimé. Les émotions, c'est ce qui va être provoqué par une activation particulière des sens, une odeur qu'on reconnaît, on pourra parler tout à l'heure de la Madeleine de Proust, ou un ensemble d'événements qui tout d'un coup appellent des images de mémoire. Donc, on ne va sûrement pas parler du circuit des émotions, puisque déjà, je viens de dire qu'il y a des émotions. Et puis, immédiatement, dans ce que je viens de dire, vous voyez que le corps est immédiatement associé à toute activité du cerveau. Et ce n'est pas nouveau, c'est le fondateur de la neuropsychologie, qui est William James, à la fin du 19e siècle, qui nous disait déjà, il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble ». Vous voyez un circuit, je reconnais un danger, j'ai une fonction cognitive qui est la peur et j'ai une activité physique qui est le tremblement ou l'activité de fuite. Mais je vois l'ours, je tremble et j'ai peur. C'est-à-dire une perception qui s'incarne dans une activité corporelle qui, au bout d'un certain temps, est intégrée par des activités cognitives plus élaborée, cette émotion qu'est la peur, qui va nous permettre d'élaborer des scénarios, la fuite ou la lutte, selon différents cas. Merci beaucoup. La question qui me vient suite à celle-là, c'est de dire, donc je comprends bien que les émotions et la raison sont étroitement liées, mais nos inconscients sont pleins d'injonctions qui nous somment justement d'inhiber ces émotions et à privilégier ce qu'on appellerait la raison, un peu l'héroïne considérée de la maîtrise de soi. Est-ce que c'est le cas? Et au-delà de ces lourdeurs psychiques transmises de génération en génération, comment est-ce que vous pouvez nous aider à déplacer ce neuromythe persistant? Est-ce qu'on doit inhiber ces émotions? Alors d'abord, on ne le peut pas. Ça, c'est un principe fondamental. Si nous sommes éveillés, c'est parce que nous avons des circuits fondamentaux qui sont des circuits émotionnels qui sont en activité. Ça se passe au niveau du tronc cérébral. Il y a des circuits de l'éveil et dès qu'on est éveillé, on va avoir immédiatement un certain nombre d'émotions. On ne le peut pas parce que le circuit des émotions, c'est notre circuit de réponse rapide.
qui va nous entraîner à certains biais cognitifs, mais c'est la réponse rapide. Et puis, parce que comme en toute chose, en physiologie, et tout particulièrement en neurophysiologie, on ne peut pas faire une séparation entre l'émotion et la cognition. On ne peut pas faire une séparation entre des circuits profonds, le tronc cérébral, les noyaux gris centraux, et puis des circuits plus de l'émotion, ce gros cortex préfrontal dans lequel s'élaborent des scénarios et des réponses cognitives d'une façon générale. On a des balances, et puis on a des carrefours. On a des régions, par exemple, on va peut-être parler et reparler de l'amygdale, des régions qui sont des comparateurs et des carrefours et qui font passer l'émotion vers la cognition pour que l'émotion stimule la cognition ou faire revenir la cognition vers le circuit de l'émotion pour répondre et dialoguer. Et donc, ce qui va faire l'équilibre de nos vies, c'est justement cette balance entre les uns et les autres. Et si je reviens sur cette image très classique de Proust, quand il parle de cette odeur qui tout d'un coup déclenche le souvenir de quand il allait porter le thé à sa tante Léonie et qu'elle trempait la madeleine. Donc, tout ce circuit qui va d'une perception primaire, l'odeur, vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, la mémoire, vers une émotion beaucoup plus complexe à son tour, le souvenir de sa tante, le souvenir de Combray, toutes les images de ce temps perdu et de ce temps retrouvé à travers la mémoire, qui lui-même redonne de nouvelles émotions, qui lui-même restimule un certain nombre de pensées et à la fin, la merveille que nous lisons depuis plus d'un siècle dans la recherche du temps perdu et dans laquelle, même sans aucune tante Léonie, même sans aucune Madeleine et même sans aucune connaissance de où peut bien être Combray, nous vivons, nous aussi, à notre tour, par procuration, ces émotions de la mémoire, parce que nous avons tous une grand-mère ou une tante et nous avons tous l'équivalent de la Madeleine. Donc, l'émotion, elle est la source, elle est le stimulateur d'une cognition qui se développe à la fois dans le temps présent et à la fois dans la mémoire. Elle est aussi la source de tous nos apprentissages, puisqu'on a dit que pour les missions laïques, la notion d'apprentissage était essentielle. Eh bien, de quoi nous souvenons-nous le mieux dans tous nos apprentissages? De cette institutrice qui a su nous transmettre tout en nous émouvant, de cet instituteur qui a su nous apprendre tout en éveillant en nous un certain nombre d'émotions. Et nous associons des images, nous associons des mémoires à des faits d'apprentissage. Et il est clair que sans les différentes dimensions que sont la mise en éveil, la motivation, et puis un plaisir, sans ces trois dimensions au moins, il n'y a aucun apprentissage possible, même si après, il faut aussi une clarté dans le propos et une répétition dans l'effort pour pouvoir stabiliser une mémoire. Ça, c'est autre chose, c'est qu'est-ce qui crée la mémoire. Mais en tout cas, pour qu'une information entre et entre de façon importante et approfondie, il faut qu'elle soit associée à une émotion positive. Vous dites dans votre dernier ouvrage qui s'intitule « Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions » que notre cerveau invente le monde et qu'il invente un monde humain. Est-ce que nous inventons le monde, mais est-ce que nous inventons aussi autrui? Que le monde d'ailleurs soit celui des neurosciences ou de la psychanalyse, il y a un principe qui semble admis, c'est que nous apprenons à appréhender l'autre à partir de soi, ou en tout cas la perception qu'on a de soi. Et ces deux champs disciplinaires utilisent le concept de projection. Ma question, c'est est-ce que finalement nous devrions toujours apprendre à douter de nos propres certitudes concernant l'autre, mais aussi concernant la conscience que l'on a de soi-même? Et pour aboutir à cette question, est-ce que finalement la raison de nos émotions sont aussi des illusions? Bon,
que de questions en si peu de temps. Alors, pour essayer de reprendre un peu la séquence, et puis vous m'accompagnerez et vous me corrigerez pour ce que je vais oublier. Oui, notre cerveau passe son temps à faire des paris sur ce qui va arriver. Pour notre cerveau, le présent, c'est ce qu'il a imaginé quelques instants avant et ce qui se passe. Et si ça se passe bien, le traitement de l'information est assez automatique. Votre cerveau passe son temps à faire un tas de choses sans que vous soyez au courant qu'il les fait, et juste pour vous préparer à ce qui va se passer juste après. Donc, il passe son temps à élaborer des scénarios au cas où. Je vais prendre un exemple pour vous montrer cette élaboration de scénario au cas où. Si chacun d'entre vous, à l'instant présent, vous fermez les yeux et je vous demande, les yeux fermés, d'imaginer que vous avez à quitter la pièce dans laquelle vous êtes. Eh bien, vous vous rendez compte qu'à l'insu de votre plein gré, votre cerveau a fait une cartographie de l'endroit où vous êtes et que les yeux fermés, même si la pièce était maintenant emplie de fumée, vous sauriez retrouver la porte et la sortie, parce que votre cerveau a préparé l'hypothèse qu'il faudrait que vous quittiez la pièce et même que vous la quittiez sans avoir besoin d'autres repères que les repères des petits osselets qui sont dans votre système vestibulaire. Donc, en ce moment, vous êtes assis sur une chaise, peut-être vous pensez au repas du soir ou au petit déjeuner du matin. Tout ça, c'est des traitements automatiques d'information et vous pouvez quand même m'entendre au même moment. Le cerveau, il invente le monde parce que, par exemple, dans notre rétine, on a un trou noir presque au centre de la rétine. C'est l'émergence du nerf optique. Normalement, à cet endroit-là, on ne devrait pas voir d'image. Donc l'image qu'on a devant nous, il devrait y avoir un trou noir. C'est ce qui se passe pour certains animaux, le taureau en particulier. Il y a un trou noir et le torero, pour éviter de se faire encorner, se met au dernier moment dans cette tâche aveugle du taureau et le taureau, littéralement, ne le voit pas. C'est incroyable, mais la manière de se positionner du torero, c'est d'éviter d'être vu par le taureau. Nous, on a devant nous, enfin, je l'espère pour chacun d'entre vous qui m'écoutez, une image complète. Comment c'est possible? Eh bien, nos yeux balayent l'image qui est devant nous en permanence. C'est ce qu'on appelle la saccade. Et donc, un peu comme une caméra de film avec 25 images secondes, on balaye le champ devant nous et à partir de ce balayage de la saccade oculaire, le cerveau reconstruit une image complète qui est incroyablement fixe, stable et sans aucun trou. Le cerveau, il invente le monde et effectivement, Pascal, comme vous l'avez dit, une expérience que vous pourrez retrouver sur Internet présente à certaines personnes un petit film d'animation qui est un film qui a été fait pour de toute autre raison, dans lequel il y a un petit cercle, un grand cercle et un petit triangle. Et puis, ces figures entrent et sortent d'un carré. On demande à des gens de regarder ce film pendant environ 1 minute et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. Et la plupart des spectateurs racontent qu'ils ont vu un vilain grand cercle qui essayait d'avaler un gentil petit triangle et un petit cercle courageux qui s'interposait et à la fin, on voit le grand cercle disparaître de l'écran. On demande à des gens qui ont une lésion de l'amygdale, dont je parlais tout à l'heure, de regarder ce film et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. Et ils décrivent un grand cercle, un petit triangle qui rentrent et qui sortent de l'écran selon les moments. Nous avons naturellement une humanisation du monde. Nous investissons le monde d'intentions et d'intentions humaines et nous inventons des histoires. Et les gens qui ont des perturbations dans le circuit des émotions, en particulier ce carrefour essentiel qu'est l'amygdale, perdent cette capacité de se projeter, d'inventer en quelque sorte
le monde. Donc voilà, notre cerveau, il est le lieu de ces multiples activités qui se passent en même temps et qui nous permettent de voir les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, nous avons chacun d'entre nous une histoire. Et cette histoire, elle est une histoire humaine. Nous sommes devenus des êtres humains dans le regard de notre mère d'abord, de nos parents, de nos proches ensuite, et on voit avec les malheureuses aventures des enfants loups que des acquisitions fondamentales comme la sociabilité, comme l'acquisition du langage, c'est de l'interaction avec les autres humains qui nous entourent que nous l'acquérons. Donc, nous naissons êtres humains, on a un génome d'êtres humains, bien entendu, mais pour être les humains que nous sommes, nous le devenons dans les interactions que nos cerveaux ont avec les autres cerveaux. On ne peut être humain que dans un monde, un environnement humain, et nous nous humanisons dans le regard de l'autre. Dans ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire personnelle et cette histoire collective aussi, cette question pour les enseignants, parce que je viens par ailleurs d'organiser aujourd'hui une formation sur les émotions, en particulier dans le domaine scolaire, et les enseignants disaient que c'est difficile pour eux de verbaliser leurs émotions. Ils avaient l'impression finalement qu'il fallait garder ses émotions pour soi. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait de garder ses émotions pour soi, et en particulier dans le monde scolaire, c'est-à-dire dans celui où les adultes accompagnent les enfants à grandir? Est-ce qu'il faut garder ses émotions pour soi? Est-ce qu'il faut verbaliser ses émotions? Écoutez, c'est pas ma compétence. Je pense qu'il y a une dimension pédagogique qui est d'une autre compétence que la mienne. Mais j'aurais tendance à dire que tout dépend du type d'émotion qu'on a face à soi, et tout dépend plutôt de la responsabilité qu'on prend ou qu'on ne prend pas à travers le fait d'exprimer ou de ne pas exprimer ses émotions. Il est clair que dans son travail, alors moi, je ne vais pas me mettre à la place des enseignants, je fais de l'enseignement, mais je ne suis pas un enseignant plus que la trentaine d'heures de cours que je fais chaque année devant des étudiants qui sont déjà des étudiants très avancés dans leur parcours. Mais je suis un médecin. Et un médecin, il a aussi à faire avec ses propres émotions. Comment est-ce qu'on a à gérer une mauvaise nouvelle, comment on a à gérer le fait qu'un traitement marche ou ne marche pas. Ma pratique médicale, c'est de soigner des tumeurs cérébrales, qui sont souvent des tumeurs très graves et avec un pronostic assez défavorable. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on est face à un patient et qu'il faut lui apprendre la mauvaise nouvelle que la chimiothérapie ne marche plus, que l'IRM montre une progression de la tumeur, etc. Qu'est-ce qui se passe quand c'est un patient qu'on connaît depuis longtemps et qu'on aime bien? Voilà, on a un certain nombre d'émotions, nous aussi, à gérer dans ce contexte-là. Et c'est à partir de cette expérience que je vais vous proposer une grille de lecture. Eh bien, la question fondamentale, c'est la responsabilité qu'on a en tant que professionnel. Et la responsabilité qu'on a en tant que professionnel, c'est qu'est-ce qui est utile à l'autre? Qu'est-ce qui va lui servir? Si je veux m'en laver les mains, comme certains médecins qui face à leur échec, ne supportent pas, je vais jeter au patient son IRM en disant bon, il y a une progression, voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ou on ne va rien dire du tout en disant écoutez, rentrez chez vous, c'est terminé. Responsabilité, je dis qu'est-ce qui va être utile au patient? Qu'est-ce qui va être utile au patient? Bien sûr, de ne pas cacher la vérité, parce que mentir, c'est quelque chose qui n'est jamais très utile au patient. Mais en même temps, face à la terrible nouvelle qui est à annoncer, comment, pour chacun, en fonction du degré de compréhension, en fonction de la capacité de
de savoir ou de ne pas savoir, d'avoir envie de savoir ou de ne pas savoir, qu'est-ce qui va pouvoir être utile malgré tout. Alors là, je vous prends une situation dramatique, et qui est celle que j'ai à affronter régulièrement, mais je pense que pour l'enseignant, c'est un peu la même chose, l'élève. Parce que l'enseignant, il peut se défouler. Il peut mettre 0 et puis il peut balancer la copie à l'élève en lui disant que tu es nul. Et puis voilà, puis qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu ne travailles pas, tu es nul. Voilà. Et puis, l'enseignant, il peut avoir une autre attitude, une attitude d'accompagnement, comme le médecin peut avoir une attitude d'accompagnement. Il peut dire, écoute, le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais ça veut juste dire que le travail est insuffisant, ou ça veut juste dire que tu n'as pas assez compris. Et donc, on va reprendre qu'est-ce qui n'a pas été compris dans la leçon, ou on va reprendre le fait que la prochaine fois, si tu travailles, tu auras des meilleurs résultats et tu en as la capacité, etc. Donc, accompagner vers un avenir qui est meilleur. Donc, à partir des mêmes émotions, arriver à, pour prendre un peu un langage courant, arriver à positiver, mais positiver au service de l'autre. Là, on est plutôt dans la discussion éthique. Hein. Si on reprend Ricoeur dans l'éthique de la recherche biomédicale, à l'affirmation pour soi de la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. C'est-à-dire, j'exerce ma liberté à travers mon activité professionnelle, mais comment est-ce que je peux permettre à travers cet exercice de ma liberté d'élargir la liberté de l'autre? Et je pense que s'il y a bien une mission qui est d'élargir la liberté de l'autre, c'est l'enseignement. Et donc, pour répondre à la question, faut-il masquer ou non ces émotions? Je pense qu'il faut en prendre conscience et les assumer. C'est-à-dire que si on est en colère, eh bien, pourquoi est-ce qu'on est en colère? Et comment est-ce qu'on peut tourner cette colère au service de ses élèves? Si on est déçu, si on est triste, comment arriver à faire de ces émotions négatives pour soi-même, des rebonds pour arriver à trouver le chemin pour être heureux la prochaine fois. Voilà. Écouter ces émotions et en tout cas ne jamais les nier et ne jamais croire qu'elles sont inutiles. Elles sont fondamentales et elles sont très utiles. Merci beaucoup pour cette précieuse réponse. Peut-être une toute dernière réponse avant question, pardon, avant de donner la parole aux personnes qui sont là, qui sont nombreuses. Comment est-ce que vous pouvez inciter les enseignants à s'intéresser au fonctionnement du cerveau? Certains sont parfois timides en disant mais voilà, on n'est pas scientifique, on n'est pas sûr de bien comprendre. Est-ce que c'est si important que ça pour nous? Et à votre sens, pourquoi est-ce que d'ailleurs, à votre sens, est-ce que c'est important que les enseignants s'intéressent au fonctionnement du cerveau? Là, je suis juge et partie, hein, donc on ne peut pas demander à un neurologue qui a choisi ce métier parce qu'il pense que c'est l'organe le plus intéressant qui soit. On ne peut pas demander à un neurobiologiste qui a choisi ce métier parce qu'il pense que c'est la recherche la plus intéressante qui soit, de dire que bon, finalement, ce n'est pas si important que ça. Bon, la réalité, c'est bien sûr que moi, c'est un organe qui me fascine. Et je pense qu'il nous fascine tous parce que c'est quand même ce qui fait de nous des humains. C'est quand même ce qui nous permet d'être en relation avec le monde. C'est ce qui nous permet de percevoir le monde, d'imaginer le monde, d'agir sur le monde. Pourquoi est-ce que c'est important pour un enseignant? Je crois que pour un enseignant, déjà, ce qui est important, c'est d'être au fait de la connaissance, de l'état de la connaissance, parce que ce qu'on demande à un enseignant, c'est de faire une synthèse et une restructuration de l'état de la connaissance pour le mettre à disposition de ses élèves. Donc, il serait curieux qu'un champ particulier de la connaissance, et surtout un champ aussi dynamique que les neurosciences, soit ignoré par les enseignants. Et au nom de quoi est-ce qu'il y aurait une discrimination concernant les neurosciences? C'est en soi une connaissance passionnante que de s'intéresser au cerveau, comment fonctionne le cerveau, qu'est-ce qu'on sait du cerveau et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et puis, compte tenu du fait que toutes nos prises de décision, mais aussi tous nos apprentissages passent
par le fonctionnement de notre cerveau, je pense qu'il est important pour un enseignant de comprendre aussi comment ça marche, pour comprendre comment marche son cerveau à lui, à elle, et comment marche le cerveau d'un enfant plus ou moins grand, d'un adolescent, c'est rien à voir, et d'un adulte, ça n'a encore rien à voir. Parce que le cerveau d'un enfant, ce n'est pas le cerveau d'un adulte en petit. Et il faut bien comprendre que le cerveau d'un enfant, c'est un cerveau en formation. Et quand on sait tout ce qu'on apprend chaque jour de la plasticité cérébrale, avoir face à soi et pouvoir agir sur un cerveau en formation, c'est une responsabilité énorme. Et il vaut mieux essayer de savoir où on met les pieds. Et puis, pour ceux qui ont face à eux des adolescents, eh bien, le cerveau de l'adolescent, c'est encore un autre cerveau. Et il faut savoir aussi faire avec ce cerveau très particulier, bouleversé par les remaniements hormonaux, en transition entre un cerveau d'enfant et un cerveau d'adulte, faire avec ce cerveau-là. Et c'est important de ne pas considérer les cerveaux aux différents âges de la même façon. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre, c'est aussi de l'émotion. Et donc, savoir en mettre un peu pour éveiller les élèves, changer de ton, changer de rythme, arriver à faire un peu de théâtre pour faire passer certaines notions difficiles, pas en faire trop quand même, pour respecter l'autonomie des enfants. Voilà, savoir comment tout ça fonctionne, ou en tout cas essayer de le savoir, ça me paraît être aussi une bonne manière d'essayer de renforcer son impact éducatif. Merci beaucoup Hervé. Vous nous avez mené vers une réflexion scientifique bien sûr, mais éthique. Et c'était un vrai bonheur. Avant de passer la parole, je voudrais juste présenter vos ouvrages, enfin 2 ouvrages en tout cas que j'ai choisis. Évidemment, votre dernier ouvrage qui s'intitule « Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions », que je conseille à tout le monde de lire parce que c'est vraiment un merveilleux ouvrage qui nous invite à ce voyage extraordinaire au cœur du cerveau, mais il est illustré par des photographies scientifiques absolument extraordinaires, des œuvres artistiques, et puis aussi par beaucoup de poésie, et c'est votre grande qualité de savoir marier tous ces champs-là. Et chaque chapitre nous offre, je trouve c'est très original, un certain nombre de neuromythes à déplacer. Et donc, c'est une très, très belle vulgarisation scientifique qui se lit comme un roman. Et Hervé, on attend le tome 2. Le second, L'homme réparé, qui se rapproche assez de la présentation de Catherine Vidal de lundi, qui présente les espoirs et les limites techniques et de réparation de l'humain, mais aussi les implications éthiques et les moyens développés pour régénérer l'humain. Voilà, vous nous aidez à ouvrir les yeux. Évidemment, et peut-être cette présentation, cette visioconférence que vous pouvez regarder ou regarder, la bioéthique de nos cerveaux, dans le cadre du cycle de conférences. Alors, Hervé, c'était pour… C'était dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, et c'était une conférence à cet institut qui permet d'avoir en ligne cette conférence que j'avais donnée il y a 2 ans maintenant. C'est ça. Enfin, sur le plan bioéthique, les avancées scientifiques n'ont pas fondamentalement bouleversé les questions que posent les neurosciences. Oui. Très, très belle conférence aussi. Il y a pas mal de questions. J'aurais préféré que tu m'aides à les trier pour aller vers les plus pertinentes. Peut-être la toute première qui est arrivée dès le départ. Est-ce que nos choix seraient-ils meilleurs en nous fiant à nos émotions plutôt qu'à notre raison? Est-ce qu'il y aurait une espèce de formule magique, cher docteur? Non, il n'y a pas de formule magique, et il faut aussi se méfier quand même quelque part de nos émotions, parce que notre cerveau, il fonctionne d'une façon… allez, on va prononcer un peu un mot pour vous réveiller après un peu plus de 30 minutes de conférence. Notre cerveau, il est un peu feignant.
Il est même très feignant. Il aime pas réfléchir, il aime pas penser, il aime pas faire des opérations compliquées. Il aime bien se fier à son intuition. Il aime bien ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il croit connaître déjà. Donc, il a un fonctionnement qui est un fonctionnement biaisé. En particulier, le principal biais, c'est le biais de confirmation. Pour vous faire rire et pour vous détendre un peu, je vais vous proposer un petit problème mathématique. Allez, il faut que donc la proposition, c'est un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman qui nous propose ce calcul. Il dit voilà, vous allez chez un marchand et vous achetez une raquette et une balle. Et la raquette coûte 1 euro de plus que la balle. Combien coûte la balle, sachant que le tout coûte 1,10 €? Et je vous demande immédiatement la réponse. Et la plupart d'entre vous, soyez honnêtes, vous avez répondu 10 centimes. Et vous avez faux. Et vous avez faux parce que votre cerveau, il a entendu 1,10 € pour le tout, 1 euro pour la raquette, et vous n'avez pas entendu que je vous ai dit 1 euro de plus que la balle. Évidemment, pour savoir combien coûte la balle, il faut que vous fassiez une opération mathématique. Mais votre cerveau, il n'a pas eu envie de faire l'opération mathématique parce qu'il est feignant. Et donc, il a répondu 10 centimes tout de suite, alors que c'est faux, c'est 5 centimes. Voilà, c'est une illustration de la manière dont notre cerveau fonctionne à l'économie, à la rapidité, à l'intuition, et ne cherche pas d'abord à cette démarche cognitive de faire l'opération et le calcul et la vérification. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Donc, non, il faut des deux, il faut respecter ses émotions, mais il faut se méfier de ses intuitions quand même, il faut se méfier d'aller trop vite, il faut se méfier de ses biais cognitifs, de cette réponse instantanée qui vient. Et il faut quand même savoir faire des calculs de temps en temps. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de Mohamed, qui est le responsable financier de la mission laïque française? Alors, nous étions deux à avoir trouvé la réponse ici. Ah, nous sommes sauvés. Ouais. Alors, j'ai regroupé 2 questions, mais vous avez répondu un petit peu. Ah oui, on va couper l'autre micro, pardon. J'ai regroupé 2 questions, mais vous avez répondu un petit peu à la première. Il y avait la question qui était quelle était la différence entre une émotion et un sentiment. Et puis, une autre question qui était à peu près la même chose, mais la différence avec l'intuition. Et vous avez un peu répondu là sur l'intuition, parce qu'il faut s'en méfier, effectivement. Et du coup, voilà, l'émotion et sentiment. Alors, c'est une question de définition, hein, mais en général, on considère que l'émotion, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors, pour un neuroscientifique, hein, ce sont des choses qu'on définit entre scientifiques et un scientifique du domaine, et vous pourrez retrouver la discussion de tout ça dans les ouvrages d'Antonio Damasio ou dans les ouvrages de Ledoux. Donc, on considère une émotion comme un événement qui va provoquer un changement d'activité corporelle dans le système végétatif ou paravégétatif. Donc, accélération cardiaque, modification de la vasodilatation, modification des vaisseaux cutanés, vasodilatation, vasoconstriction, modification de la transpiration. Voilà, ça, c'est ce que va provoquer la peur. C'est la première émotion primaire et celle qui est la mieux partagée, non seulement parmi les humains, mais dans le règne animal. C'est ce que va provoquer la joie, c'est ce que va provoquer la surprise, c'est ce que va provoquer un certain nombre de ces émotions primaires. Le sentiment, c'est quelque chose, toujours affaire de définition, de beaucoup plus élaboré. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. L'inquiétude, l'angoisse, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est quelque chose de plus complexe qui ressort
à la fois d'événements du monde physique et d'événements du monde intérieur, à la fois du monde présent et du monde de la mémoire. Et donc, c'est une élaboration plus importante, le sentiment. La capacité de dire « je », comment je sais que je suis moi, cette capacité de se placer en troisième personne, c'est un sentiment, c'est beaucoup plus élaboré qu'une émotion. Merci. Il y a une expression qui est dans cette zone de discussion. On parle du mode par défaut du cerveau. Est-ce que vous pouvez nous éclairer de ce qu'on entend par mode par défaut du cerveau? Alors, le mode par défaut, c'est qu'est-ce que fait notre cerveau quand nous ne faisons rien? Qu'est-ce que fait notre cerveau quand nous ne pensons à rien et que nous ne faisons rien? Eh bien, notre cerveau, on s'est rendu compte déjà depuis longtemps avec l'activité électroencéphalographique, mais plus encore depuis qu'on sait mesurer le métabolisme cérébral, on s'est rendu compte que notre cerveau, lui, il fonctionne 24/24, 7/7, et que finalement, qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, l'activité métabolique du cerveau change assez peu. Notre cerveau, il fonctionne presque à fond tout le temps, ce qui fait qu'il consomme un quart de notre énergie quotidienne. Un quart de ce que nous produisons comme énergie au quotidien est dédié à cet organe qui pèse moins de 2% de notre corps. Et donc, on s'est rendu compte avec l'analyse des activités cérébrales que quand on demandait aux gens de ne rien faire, de ne penser à rien,